pourquoi un centre science et quête de sens? Pourquoi? Eh bien, c'est ça la question que vous posez déjà, certainement en arrivant ici. D'abord, parce que la modernité s'est trouvée associée à un désenchantement du monde. Vous avez cette phrase de Freud, c'est Freud lui-même qui parle. Avec Copernic, l'homme n'est plus au centre du monde, mais sur une étoile de banlieue aux 2/3 de la galaxie. Avec Darwin, l'homme n'est plus au centre de la nature, c'est juste un singe amélioré. Et avec Freud, c'est Freud qui parle, l'homme n'est plus au centre de lui-même car son inconscient est plus important que son conscient. Donc vous voyez, triple humiliation, vous n'êtes pas au centre de l'univers, de la nature et de vous-même. Voyez. Et ce désenchantement du monde a été noté par de nombreux philosophes, de Max Weber à Marcel Gauchet, pour des philosophes de la modernité qui ont parlé de ce désenchantement du monde. Et peut-être que l'un des plus importants, et hop, tiens, il y a un petit blocage, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C.P. Snow a parlé dans les années 50 d'un fossé, Charles Pierre Snow, le grand écrivain, d'un fossé entre les deux cultures, entre la culture traditionnelle, pour ne pas dire religieuse, qui nous dit que le monde a un sens, et la culture mécaniste, cette culture justement issue de ces découvertes scientifiques qui nous ont énormément apporté, il ne faut pas cracher dessus, mais qui ont désenchanté le monde, qui nous ont donné une vision mécaniste de l'homme et du monde. Et c'est justement ça, l'un des problèmes du monde moderne aujourd'hui, qui nous rend donc schizophrènes entre notre cerveau qui croit en le sens et celui qui se dit que ce sens est une illusion. Voyez. Et puis, vous avez aussi... heureusement, oui, il y a toujours une solution de rechange. Quand un truc ne marche pas, il y a un truc qui marche. Vous avez aussi la perte du sens dans l'économie. Regardez ce que dit quelqu'un qui est un apôtre du libre-échange, Thomas Friedman. Il dit « Nous avons créé un système de croissance qui dépend de la construction de plus en plus de magasins, qui vendent de plus en plus de produits fabriqués par de plus en plus d'usines en Chine, alimentés en électricité par de plus en plus de charbon, qui causent de plus en plus de changements climatiques, mais permettent à la Chine de gagner de plus en plus d'argent. » Pour faire quoi? Je vous le demande. Pour acheter de plus en plus de bons du trésor américain qui permettent aux Américains de disposer de plus en plus de fonds, pour construire de plus en plus de magasins qui vendent de plus en plus de produits employés par plus en plus de Chinois. Voilà, vous êtes dans la circularité parfaite, dans l'absence de sens parfait. Et c'est quelque chose qui n'est pas seulement dans l'économie, mais qu'on voit arriver aujourd'hui. Et c'est bien le problème dans l'entreprise. Regardez, c'est le phénomène du Big Quit, c'est impressionnant. 47 millions de salariés, rien qu'aux États-Unis, ont démissionné en une seule année. Alors vous allez me dire, d'accord, c'était l'année du Covid, ok, mais c'est quand même, le Covid a été un révélateur d'une insatisfaction globale, et pour tous ceux parmi vous qui soit sont chefs d'entreprise, soit travaillent dans ou avec des entreprises comme consultants, c'est un très très gros problème que vous devez avoir à l'esprit, que effectivement vous avez les gens qui votent avec leurs pieds, et qui ne veulent plus s'impliquer dans le travail. Donc vous voyez, perte de sens sur notre vision du monde, et c'est peut-être la plus importante par la science, perte de sens dans l'économie, on sait de mieux en mieux comment faire les choses techniquement, mais de moins en moins pourquoi on les fait, et perte de sens au travail, dans l'entreprise. Donc voilà déjà une bonne raison de faire un centre science et quête de sens. Mais il y a une deuxième raison. Et la deuxième raison, c'est une bonne nouvelle, chers amis. Il y a un réenchantement du monde. L'expression n'est pas de moi, mais là de mes maîtres, le prix Nobel Ilya Prigogine, avec qui j'ai eu la chance d'avoir des dizaines d'heures de discussion. Prigogine, eh bien, son livre majeur, La Nouvelle Alliance, déjà le titre est important, se termine par un chapitre qui s'appelle Le réenchantement du monde. Eh bien voilà, l'idée du réenchantement du monde, c'est que vous avez ici, vous avez Copernic, Darwin et Freud. Vous avez une descente, je ne dis pas aux enfers, mais vous avez une descente vers le non-sens. Eh bien, depuis le début du XXe siècle, et c'est connu d'un certain nombre de gens dans cette salle, mais pas de tout le monde encore, près d'un siècle après, vous savez que les fondateurs de la physique quantique ont dit il faudra, et dans les années 30, il faudra près d'un siècle pour que ce que nous avons trouvé impacte la société. La physique quantique, elle est là, Planck, Heisenberg, Schrödinger, la relativité générale d'Einstein, et bien d'autres choses encore, jusqu'au problème du principe anthropique, du réglage fin, dont nous parlera entre autres notre ami Trinh Xuan Tuan, qui est sur ce schéma. Donc si vous voulez, ici, la science va avec plus de sens, voyez ?
Ça, c'est quelque chose, là, on pourrait passer, là, je fais quelque chose de 15 minutes, mais en fait, ça déjà, c'est une journée pour vous montrer à travers l'étude de la matière, de la vie, de la conscience, de l'évolution de la vie, et même des mathématiques, et même des théories de la complexité, comment on peut retrouver du sens à travers la science, alors que la science est le domaine qui a, si j'ose dire, apporté ce désenchantement du monde. En gros, c'est comme gagner sur terrain adverse. Je vais faire un parallèle, c'est comme gagner un match de foot Maroc-Algérie en Algérie. Ça vous parle, hein? Gagner un match de foot Maroc-Algérie en Algérie. Eh bien voilà, on va les battre sur terrain adverse. On va les battre sur leur terrain, c'est-à-dire sur le terrain de ce qu'on appelle le scientisme. On va tout expliquer par la science, etc. Donc ça, c'est déjà un extraordinaire cadeau. J'ai passé une grande partie de ma vie sur ces questions de science et spiritualité, parce que ça débouche évidemment sur les implications philosophiques et métaphysiques des sciences. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais il y en a une autre. Il y a une autre nouvelle, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une vision post-capitaliste, où on passe des capitaux aux machines, d'un côté à l'information, la créativité, l'intelligence, d'un modèle, vous savez, que les Américains appellent command and control, hein, où la liberté est complètement freinée, etc., où tout est encadré, à un modèle de ce qu'on appelle l'entreprise libérée, ou de l'intelligence collective, d'une production au prix les plus bas au développement durable, de la maximisation du profit au commerce équitable. On voit apparaître des fonds éthiques, vous voyez, des notations éthiques, l'idée de croissance du bien commun et pas seulement de croissance. Tout ceci existe au cœur de l'économie depuis des années et ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une utopie parce que vous avez déjà, vous voyez, toute une série d'ouvrages, j'en ai mis quelques-uns, il y en a des dizaines. Un des plus anciens s'appelle « Oser la confiance ». Il a été écrit par un certain Bertrand Martin avec un certain Vincent Lénard, dont je reparlerai et qui est avec nous ici au premier rang. Cet ouvrage, justement, est une des premières grandes expériences en France d'entreprise où on donne l'intelligence collective aux salariés. Vous avez également Bertrand Martin, donc, qui est le fondateur il n'est plus avec nous maintenant, mais d'un mouvement qui s'appelle EVH, Entreprise vivante pour des hommes vivants. Une entreprise vivante, mais dans le but de faire vivre les hommes dans l'entreprise. Et son successeur est parmi nous, il est venu spécialement de France pour cela, Gilles Poirieux, il a fait l'aller-retour spécialement pour cette réunion depuis Paris. Et il y a une branche marocaine d'EVH qui est dirigée par Moulay Youssef Alaoui, qui est là, voilà, et avec l'aide d'Amin Bénis, qui est également dans la salle. Donc vous voyez, il faut commencer à voir comment ça se structure. Ben & Jerry, le coup double Ben & Jerry, faire un business basé sur les valeurs et faire de l'argent aussi, parce qu'on n'est pas des bisounours, on sait bien qu'une entreprise qui perd de l'argent ne marchera pas. Le capitalisme conscient du fondateur de la fameuse société Whole Food, qui fait de la nourriture biologique aux États-Unis, et Liberté et compagnie, quand la liberté s'arrive, fait le bonheur des entreprises. Vous voyez, ce n'est pas des bisounours, tous ces gens-là. Et Peter Drucker, qui est encore moins un bisounours, qui est un des grands gourou, là aussi, du management américain, en 1995, est le premier à parler d'une société post-capitaliste. C'est-à-dire une société qui essaie de donner du sens, qui essaie de libérer les énergies, qui se dit que finalement, c'est mieux que les gens soient heureux au travail, que les gens puissent libérer leurs énergies, d'où l'idée entreprise libérée, et que c'est mieux aussi pour l'entreprise, d'où le titre que vous avez vu, que une fois qu'on a une entreprise libérée, eh bien, c'est quelque chose qui fait aussi que les salariés ont la liberté, c'est le bonheur pour l'entreprise aussi. Donc ceci, c'est une possibilité de reconstruction, et cette reconstruction, eh bien, nous amène à ceci. Si vous deviez garder une seule chose de ces 15 minutes d'introduction, eh bien, c'est ce schéma. C'est un schéma, alors il y a plusieurs façons de le dire et de le voir, mais c'est un schéma qui nous dit que nous entrons dans une troisième étape de l'histoire humaine. Et c'est pourquoi, si je peux me permettre, je crois que le projet dont nous parlons ce soir est si important. C'est que c'est comme si on était en 1800. Vous voyez, en 1800, c'est encore une société agraire, mais je vous explique que voilà, il y a des premières machines à vapeur qui existent, qu'il y aura un truc qui s'appelle l'électricité, qu'il y aura le chemin de fer, qu'il y a même des trucs qui vont voler. Bon, vous me regarderiez de travers si on était en... Et pourtant, c'est vrai. Donc, vous voyez, il y a eu le monde du Moyen-Âge, ou en Occident, donc pré-moderne. Et dans ce monde pré-moderne, ce qui comptait, c'était quoi? La force physique.
Vous aviez des paysans, vous aviez des soldats, c'était vous le plus fort, c'est celui qui avait le plus de soldats et le plus de paysans. Et c'est une société qui correspond à l'écriture. L'écriture, c'est un énorme progrès, hein, parce que tant qu'il n'y a pas l'écriture, vous gouvernez comment? Et avec la voix. Hein. Bon. Alors, la société basée sur l'écriture, la force physique, l'agriculture. Alors, évidemment, certains d'entre vous vont réagir. C'est caricatural, ce schéma. Je suis obligé d'aller très vite. Rappelez-vous que je vous fais toute l'évolution de l'humanité en 15 minutes. Là. Donc, évidemment, quand je dis que c'est la magie, il y avait des travaux scientifiques remarquables en Inde, dans le monde arabo-musulman, qui ont inspiré l'Occident et ailleurs. Et il y avait évidemment pas seulement du littéralisme religieux. Bien au contraire, il y avait des tas de grands penseurs religieux dans toutes les grandes religions. Mais le public, majoritairement, avait une vision quelque peu magique. Le tonnerre, c'était la colère de Zeus. L'épidémie de peste, c'était une punition divine. Et évidemment, Dieu avait créé le monde en 7 jours, comme c'est expliqué dans la Bible, où il avait créé Adam et Ève à partir de la glaise. Et les gens prenaient ça au sens littéral. Même certains grands penseurs d'ailleurs, voyez-vous. Donc on avait cette vision. Oups, qu'est-ce qui se passe? Pardon, on va appuyer dessus. Voilà, alors on va y arriver. Donc je disais que mon schéma est caricatural, mais on est passé quand même à un monde basé sur l'imprimerie. C'était pour moi le vrai déclencheur, parce que l'imprimerie va multiplier par 1000 la connaissance, voyez-vous. On va passer de quelques centaines de milliers de livres à des millions de livres en Occident très vite. Et vous avez la force mécanique. Dans le capitalisme, aucun chef d'entreprise ne va dire « Viens voir mes ouvriers, comme ils sont beaux, comme ils sont forts, comme ils sont musclés, mes ouvriers !» Non, l'homme, on s'en fout. Il va dire « Viens voir mes nouvelles machines, regarde comme elles sont belles, regarde comme elles sont fortes, regarde le nombre de chevaux vapeur qu'elles ont, regarde le nombre de pièces minutes qu'elles font. » Vous voyez, c'est ça. Le capitalisme, l'homme, on s'en fout un peu, c'est la force mécanique, c'est la modernité, c'est le scientisme. On va tout expliquer par la science, la fameuse réponse de Laplace à Napoléon. Napoléon dit à Laplace, Newton parlait de Dieu dans son livre, mais vous, dans votre système du monde, publié par Laplace en 1800, vous ne parlez pas de Dieu. Et Laplace répond, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Voilà, on est dans le scientisme. Alors, bien sûr, il y a toujours des croyants dans le monde moderne, mais on est majoritairement dans le matérialisme. Hein. Voilà, comme encore une fois, il y a toujours eu des gens non littérales et des grands scientifiques dans le monde prémoderne, mais globalement, on était quand même dans la magie du littéralisme. Eh bien voilà, la grande nouvelle, c'est que nous avons maintenant un nouveau monde, alors, pour le pire comme pour le meilleur, parce qu'il y a un emploi terrible des réseaux sociaux et d'Internet, mais il y a aussi une possibilité de connexion. La connaissance est à la portée de tous instantanément, c'est incroyable, même au cœur de l'Afrique, voyez-vous. Donc le monde d'Internet, des réseaux sociaux, c'est un monde où ce qui compte, et c'est la bonne nouvelle, c'est la force intellectuelle. Aujourd'hui, les machines, excusez-moi, c'est terrible à dire pour ceux d'entre vous qui ont de belles machines, mais ce n'est pas les machines qui feront votre plus-value. Non, non, non. C'est la créativité, l'intelligence, c'est tout ce qui est le savoir. Et c'est ça que Peter Drucker appelle le post-capitalisme. On passe d'un monde basé sur les machines et les capitaux à un monde où c'est la vraie entité, c'est le savoir, d'où l'importance d'avoir une magnifique université comme l'université Mohamed VI Polytechnique, ce qui a été bien compris, je pense, par les fondateurs de cette université. Donc le post-capitalisme, je viens de vous en parler, hein, une entreprise plus humaine. La post-modernité, alors la post-modernité au sens large, c'est pas la post-modernité au sens des déconstructeurs français Derrida, ça c'est rien du tout, non, non. Marc, il parle de transmodernité pour pas faire la confusion. La post-modernité, c'est juste ce qui vient après la modernité, on ne sait pas encore ce que c'est. Un jour, on appellera peut-être ça l'âge du réseau, l'âge de l'Internet. Le nouveau paradigme scientifique, vous l'avez vu, c'était le truc en vert là qui remontait, et bien sûr une ouverture à la spiritualité avec un retour du religieux, mais un religieux ici qui est tolérant, un religieux qui est ouvert, un religieux, je dirais là aussi, qui intègre justement une certaine dimension que certains malheureusement ont oublié en revenant en arrière. Que dans tous les pays, hein, que ce soit les supporters de Donald Trump, d'Éric Zemmour et les fondamentalistes musulmans sont sur le même plan. Il n'y a pas un endroit qui est plus coupable qu'un autre. Et vous savez, c'est très important, si je mets autant d'énergie dans mes conférences, c'est parce que c'est la même cause. C'est des gens qui étaient modernes. Nasser, c'est un socialiste. Kennedy, c'est un capitaliste. Mais c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Il y a 50 ans, on était tous modernes. Et puis, il y a les gens qui ont peur du changement. Hein.
Il y a des gens qui cassaient les machines en 1800 parce que les machines, c'est mauvais, ça empêche de s'appeler ludique, vous voyez. Les gens ont peur du changement. Et donc, ils se disent, ben voilà, il faut résister au changement. Ils ont peur. Et ça a donné ensuite les frères musulmans qui ont tué, comme vous le savez, Sadat. Et puis, après tout ce qui s'est passé, Al-Qaïda. Et de l'autre côté, ben, ça a donné les néocons, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, c'est pas moi, les néocons avec George Bush fils et puis et Donald Trump, etc. Oui, donc c'est le même, c'est des gens du stade 2 qui ont peur, qui ne comprennent pas le changement. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'expliquer que nous sommes au fait d'une nouvelle civilisation. Et je parlais des réseaux sociaux. Vous voyez, ça c'est le monde sur Facebook, mais on fait la même chose par TikTok, n'importe où. Dès qu'il y a des points blancs, c'est l'échange de messages entre les adhérents Facebook d'un même pays. Dès qu'il y a des points bleus, c'est les échanges entre des continents différents. Eh bien, pour moi, c'est ça les véritables nouvelles routes de la soie. On vous parle des routes de la soie. Eh bien, les vraies routes de la soie, pour moi, sont numériques. Et voilà maintenant le grand secret que je vais vous dire. Chaque fois que vous envoyez, Dieu sait si les Marocains le font, un message sur WhatsApp, vous contribuez à changer de civilisation. Oui, vous avez ce pouvoir-là. Alors, pas vous tout seul, hein, des milliards de gens. Parce que ce que Prigogine m'a appris, ce fameux prix Nobel, la théorie du chaos et de la complexité, c'est que plus il y a d'interactions entre les membres d'un système, plus ce système est chaotique, à la hausse comme à la baisse. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités dans l'histoire humaine qu'aujourd'hui, mais il n'y a jamais eu autant de risques et de chaos. Et les interactions, vous les avez là. C'est les points blancs et les traits bleus. Et elles ont monté d'un facteur 1000 depuis 20 ans, donc à cause des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Donc chaque fois que vous envoyez un email, que vous postez, que vous envoyez un WhatsApp, vous contribuez à changer de civilisation, parce que plus il y a d'interactions entre les membres d'un système, plus de nouvelles règles s'appliquent, les effets papillons, etc. Je n'ai pas le temps de détailler. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base donc, de ce changement, eh bien, on trouve une mutation qui est celle du digital, hein, et qui a le bon côté, force intellectuelle, mais qui a aussi bien sûr des mauvais côtés, parce que les réseaux sociaux peuvent être mal utilisés. Et donc on est vraiment dans ces trois stades, vous voyez, les glaneuses de Millet, le monde agricole. Ça c'est Fritz Kahn, c'est un tableau qui vous montre l'homme comme une machine, c'est horrible, parce qu'en fait il y a l'homme, toutes les fonctions de l'homme, le foie, le cœur, le rein, les poumons, c'est transformé en machine, vous voyez, en piston, etc. Mais c'est la vision du monde moderne. Voilà. Et ça, ben, c'est la vision postmoderne. On va devoir vivre avec l'intelligence artificielle, pour le meilleur comme pour le pire. Mais c'est aussi un monde où il y a des possibilités de quête du sens, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Maintenant, tout ceci, hein, le centre Sciences et Quête de Sens, c'est pour tout ceci. On va les entendre tous les 7 donc avec un petit... si, je l'ai présenté Tuan en premier, en disant qu'il était l'auteur de grands... Voilà, donc ceci pour vous dire qu'avant de partir, eh bien, la dernière chose, c'est... hop, ça va, voilà, c'est ça. Regardez, on parle de l'évolution humaine, tout le monde connaît cette image, ok? Mais le problème, j'ai trouvé ça sur Internet, regardez. L'homo sapiens se dit, faites demi-tour les gars, c'est un piège. Alors voilà l'enjeu. C'est l'enjeu de notre centre, chers amis. Toutes ces années d'évolution humaine, je vous ai montré le monde pré-moderne, moderne, etc. Si c'est pour s'autodétruire dans une crise environnementale ou une crise technologique d'autres, eh bien effectivement, dans ce cas-là, ce sera un piège. L'évolution humaine n'aura pas de sens et ce serait dramatique. C'est à nous de donner un sens à cette évolution. Aujourd'hui, dans cette mutation extraordinaire qui s'annonce, c'est à nous de donner raison à un très grand homme français, que je vais citer en conclusion, qui est Pierre Teilhard de Chardin, et qui disait « Le monde n'est pas malade, il enfante. » À nous de faire enfanter un nouveau monde. Je vous remercie.